En juin 1940, alors que l'Empire britannique vacille et que l'Italie vient d'entrer en guerre, un officier britannique de 43 ans se tient dans un dépôt automobile d'Alexandrie et achète des camions d'épicerie avec l'argent du gouvernement. Des Chevrolet civils, 2 roues motrices, 85 chevaux, aucune armure, aucun blindage, aucune spécification militaire. Ils ont été conçus pour livrer de la farine au Caire, pas pour traverser la plus grande mer de sable du monde. Personne à ce moment-là ne pense que cela fonctionnera. Sous le soleil implacable de l'après-midi égyptien, la chaleur déforme l'air au-dessus du bitume. Les moteurs encore tièdes sentent l'huile et le métal. Le major Ralph Bagnold marche lentement entre les véhicules. Son uniforme tombe mal sur ses épaules. Il n'a rien d'un héros flamboyant. Il presse le flanc d'un pneu avec son pouce. Il vérifie un niveau d'huile, il observe la suspension arrière, il ne parle presque pas. On lui a donné 6 semaines, presque aucun budget, et une idée que l'état-major considère comme irréaliste. Pour comprendre pourquoi ces camions comptent, il faut comprendre la situation stratégique en Afrique du Nord en juin 1940. L'Italie fasciste vient de déclarer la guerre. La 10e armée italienne en Libye surclasse les forces britanniques en Égypte dans un rapport de plus de 4 contre 1. Sur la carte, la ligne de front semble claire. Une bande côtière, la Via Balbia, reliant Tripoli à Benghazi. C'est là que les armées doivent s'affronter. C'est là que les routes existent. C'est là que les ravitaillements circulent. Au sud, il n'y a rien. Du Nil jusqu'au Fezzan s'étend un désert de 1500 kilomètres, une immensité minérale, une mer de dunes et de plateaux de gravier. Les manuels militaires sont formels. Aucune armée ne peut opérer là. Aucun véhicule ne survivrait. Le désert n'est pas un champ de bataille, c'est un vide. Bagnold sait que ce n'est pas vrai. Depuis plus de 10 ans, il traverse ce désert avec des voitures civiles. Entre 1926 et 1938, il a mené plusieurs expéditions scientifiques à travers la mer de sable libyenne. Il a parcouru jusqu'à 6000 km en un seul voyage. Il a vu des véhicules s'ensabler jusqu'aux essieux. Il a vu des moteurs mourir sous l'effet du sable. Il a vu des hommes s'effondrer sous la chaleur et il a appris. En 1929, près d'un puits isolé nommé Ain Dalla, il découvre qu'en réduisant la pression des pneus de moitié, un véhicule lourd peut flotter sur le sable mou au lieu de s'y enfoncer. Une révélation simple. Aucune technologie avancée. Juste de la physique et de l'expérience. En 1932, il réalise la première traversée est-ouest complète du désert libyen. Les cartes officielles sont incomplètes. Les routes n'existent pas. Il navigue au soleil et aux étoiles. C'est cela que les généraux ne voient pas. Le désert n'est pas un mur. C'est un espace qui obéit à des règles différentes. Dans le dépôt d'Alexandrie, les Chevrolet WB30 Summerwity attendent en silence. Châssis américain. Moteur 6 cylindres en ligne de 216 pouces cubes. 85 chevaux. Boîte manuelle à 4 rapports. Propulsion arrière uniquement. Réservoir standard, 20 gallons impériaux. Autonomie théorique, environ 240 miles. Ridicule sur le papier. Bagnold ne cherche pas la puissance. Il cherche la simplicité, un moteur facile à réparer, une mécanique tolérante, une consommation modérée. Dans le désert, le carburant vaut plus que le blindage, l'autonomie vaut plus que la vitesse, la fiabilité vaut plus que le prestige. Il passe sa main sur le capot d'un des camions. La peinture brille encore. Ces véhicules n'ont jamais vu la guerre. Il imagine déjà ce qu'ils deviendront. Pare-brise supprimé pour éviter les reflets visibles depuis les airs. Portière retirée pour alléger la structure. Compas solaire fixé sur le tableau de bord. Son propre modèle conçu des années plus tôt. Condenseur de radiateur pour récupérer chaque goutte d'eau évaporée. Chaque détail est calculé. Au quartier général, certains officiers haussent les épaules. On parle de folie romantique. On rappelle que l'armée italienne dispose de blindés, d'artillerie, d'avions. On demande comment 6 ou 10 camions civils pourraient changer quoi que ce soit. Bagnold ne parle pas de bataille frontale. Il parle d'information, de profondeur, de frappe invisible. Il propose de petites patrouilles opérant à plus de 1000 km derrière les lignes italiennes. Observer. Compter les véhicules. Détruire un avion isolé. Couper une piste d'atterrissage, puis disparaître.
Quand il expose son plan au général Archibald Wavell, il pointe la carte. Il trace une ligne droite à travers la mer de sable. Nous passerons par le milieu. Ce n'est pas de l'audace. C'est une équation. Les Italiens protègent la côte. Ils ne protègent pas l'impossible. Le soleil descend lentement sur Alexandrie. Les ombres s'allongent entre les camions alignés. Dans 6 semaines, ces Chevrolets traverseront des zones que les états-majors considèrent comme impraticables. Ils opéreront parfois pendant 1 mois sans soutien direct. Ils détruiront des avions au sol. Ils transmettront des renseignements qui influenceront les décisions stratégiques les plus importantes du théâtre nord-africain. Mais à cet instant précis, ce ne sont que des camions civils, 2 roues motrices, 85 chevaux, aucun blindage, et un officier qui sait quelque chose que l'armée ignore. C'est ici que commence l'histoire du Long Range Desert Group. Avant même que la guerre n'éclate, Ralph Bagnold avait déjà passé plus d'une décennie à résoudre un problème que l'armée britannique refusait encore de reconnaître. Le désert n'était pas un obstacle, mais un environnement technique. Entre 1926 et 1938, il ne cherchait ni gloire ni combat. Il était officier du génie et scientifique amateur, obsédé par le comportement du sable. Il traversait la mer de sable libyenne avec des voitures civiles, des Ford, des Chevrolet, parfois des camions modifiés à la hâte, aucun blindage, aucun convoi de soutien. Juste des hommes, des cartes incomplètes et une boussole. Ces expéditions n'étaient pas des promenades. Les températures dépassaient 50 degrés, les moteurs surchauffaient, le sable pénétrait partout. Carburateurs, roulements, filtres à air, les tempêtes pouvaient effacer toute trace de progression en quelques minutes. Un véhicule ensablé signifiait parfois des heures de travail sous un soleil vertical. C'est au cours de l'une de ces expéditions, en 1929, près d'un puits isolé nommé Ain Dalla, qu'il fit une découverte décisive. Un de ces camions s'était enfoncé profondément dans une zone de sable mou. Les roues patinaient, creusant davantage à chaque tentative. Les hommes s'épuisèrent à pousser. Rien n'y fit. Alors Bagnold ordonna de dégonfler les pneus. Pas légèrement, radicalement. La pression fut réduite de moitié. Le véhicule repartit. Ce n'était pas un miracle, c'était de la surface de contact. En augmentant l'empreinte au sol, le poids se répartissait. Le camion flottait flottait. Cette simple observation, ignorée par les doctrines militaires européennes, devint plus tard une règle fondamentale du Long Range Desert Group. Mais Bagnold ne s'arrêta pas là, le problème suivant était la navigation. Dans le désert profond, la boussole magnétique devient imprécise à cause des masses métalliques du véhicule et des variations locales. S'arrêter pour recalculer sa direction signifiait perdre du temps, consommer du carburant, risquer l'exposition. Il conçut alors le compas solaire Bagnold, un simple disque gradué monté verticalement, avec une aiguille projetant une ombre. En utilisant la position du soleil et des tables précalculées, on pouvait maintenir un cap précis sans jamais s'arrêter. Le conducteur lisait l'ombre pendant que le camion roulait, direction continue, mouvement constant. Ce n'était pas une innovation spectaculaire, c'était une solution pratique. L'eau constituait un autre défi. Les radiateurs évaporaient un volume précieux sous la chaleur extrême. Dans le désert, chaque litre compte. Bagnold conçut un condenseur, un tuyau reliant la sortie de vapeur du radiateur à un bidon fixé sur le marchepied. La vapeur s'y condensait. Lorsque le moteur refroidissait, la dépression aspirait l'eau de nouveau dans le circuit. Rien n'était perdu. Il récupérait l'évaporation. Enfin, il développa l'usage systématique de plaques de désensablement en acier, parfois récupérées dans des dépôts du Caire. Lorsque les roues s'enfonçaient, ces plaques étaient glissées sous les pneus, créant une surface artificielle. Ce ne sont pas des inventions héroïques, ce sont des réponses Tarpol à des problèmes concrets. En 1932, il accomplit la première traversée est-ouest complète du désert libyen. Des milliers de kilomètres sans route, sans balises, sans assistance aérienne. L'armée considérait toujours cet espace comme une barrière infranchissable. Bagnold savait qu'il s'agissait d'un système exigeant discipline, préparation et compréhension mécanique. Lorsque l'Italie déclara la guerre en juin 1940, il ne proposa pas une théorie. Il proposa une méthode éprouvée. Au quartier général du Moyen-Orient, son projet surprit par sa simplicité. Petites unités autonomes, camions adaptés, navigation indépendante, patrouille profonde, surveillance permanente.
Certains officiers objectèrent que le désert détruirait les véhicules. Bagnold répondit qu'il fallait choisir les bons véhicules. C'est pour cela qu'il se trouvait dans ce dépôt d'Alexandrie. Il avait déjà testé des modèles dans les années précédentes. Il savait que la transmission simple des Chevrolet résistait mieux au sable que des systèmes plus complexes. Il connaissait leur consommation. Il savait qu'un moteur modeste, moins sollicité, survivait plus longtemps qu'un moteur puissant fonctionnant à pleine charge. Il ne cherchait pas un blindé, il cherchait un outil. Pendant que l'Europe brûlait et que la France s'effondrait, un petit groupe d'hommes commençait à modifier des camions civils dans des ateliers improvisés. Les pare-brises furent retirées pour éviter les reflets visibles depuis les airs. Les portières supprimées pour alléger le poids. Des planches latérales en bois, les greedy boards, furent installées pour augmenter la capacité de chargement. Chaque camion devait porter bien plus que sa charge nominale. Carburant, eau, munitions, rations pour plusieurs semaines, pièces détachées, plaques de désensablement, compas solaire, radio. Les calculs étaient très précis. Avec des jerrycans supplémentaires, l'autonomie dépasserait 1000 miles. Une patrouille pourrait disparaître pendant 1 mois. Dans les ateliers, les soldats travaillaient sans illusion de gloire. Ils découpaient, perçaient, boulonnaient. Les structures tubulaires servant à soutenir les planches devinrent des supports pour mitrailleuses. On ajouta des racks pour pneus de secours. On fixa des supports pour armes. Peu à peu, les camions d'épicerie se transformaient, pas en blindés, en instruments de profondeur. Bagnold observait sans exubérance. Il savait que tout se jouerait sur la logistique. Sur la consommation, sur la discipline mécanique, une panne à 800 km derrière les lignes italiennes ne se réparerait pas avec des discours. Le Long Range Desert Group n'existait pas encore officiellement. Mais sa philosophie était déjà claire. Non par la force, par l'ingéniosité. Les camions seraient dit prêts dans quelques semaines. Les hommes commenceraient bientôt leurs premiers essais au sud du Caire. Ils apprendraient à conduire dans des dunes mouvantes, à naviguer sans repère, à survivre sans soutien. Et bientôt, ils prouveraient là que le vide du désert n'était pas un obstacle. C'était un corridor. Les camions arrivèrent dans les ateliers improvisés d'Alexandrie comme des véhicules anonymes. Peinture civile, cabines fermées, pare-brise intactes, aucun marquage militaire. Rien ne les distinguait d'un utilitaire destiné au marché du Caire. En quelques semaines, ils furent méthodiquement dépouillés. La première opération fut presque brutale. On retira les portières, puis les pare-brises. Le verre réfléchissait la lumière du soleil et pouvait trahir une position à 20 km pour un avion en reconnaissance. Dans le désert, la discrétion ne dépendait pas du camouflage complexe. Elle dépendait de l'absence de brillance. Les toits furent coupés, les cabines ouvertes, les camions perdirent leur confort. Ils gagnaient leur survie. On installa ensuite les greedy boards, des planches en bois fixées sur les côtés de la benne pour augmenter la capacité de chargement. Elles semblaient rudimentaires. Elles doublaient pratiquement le volume utile. Les montants en acier servant à les soutenir furent renforcés. Ces mêmes montants deviendraient bientôt des supports pour mitrailleuses. Chaque camion devait devenir une plateforme autonome. On fixa le compas solaire Bagnold au tableau de bord. L'instrument semblait fragile. Un disque gradué, une aiguille verticale projetant une ombre. Mais c'était la clé de la navigation continue. Le conducteur pouvait maintenir un cap précis en roulant sans jamais s'arrêter pour recalculer. On installa aussi le condenseur de radiateur, un tuyau discret reliant la sortie de vapeur à un bidon métallique fixé sur le marchepied. Dans la chaleur du désert, l'eau évaporée se condensait dans le récipient. Lorsque le moteur refroidissait la nuit, la dépression ramenait l'eau dans le système. Chaque goutte comptait. Puis vint le carburant. Les réservoirs d'origine de 20 gallons impériaux ne suffisaient pas. On fixe des supports pour jerrycans le long des flancs, à l'arrière, parfois même sous les planches latérales. Certains camions portaient plus de 30 jerrycans, carburant et eau. Les charges dépassaient largement les spécifications d'usine. Le Chevrolet WB30 WDT était prévu pour environ 1 tonne. Les patrouilles partiraient avec plus de 2. La suspension grinçait sous le poids. Mais Bagnold avait calculé l'essentiel, la consommation. À environ 12 miles par gallon, le Chevrolet restait raisonnable. Avec les réserves supplémentaires, l'autonomie pouvait dépasser 1000 miles. Ce chiffre changeait tout.
Cela signifiait pénétrer profondément en Libye sans dépendre d'une ligne de ravitaillement. Les armes furent ajoutées progressivement. Au début, des mitrailleuses Lewis montées sur support improvisé, puis des Vickers K, plus légères, à cadence élevée, initialement conçues pour l'aviation. Les tubes latéraux en acier devinrent des affûts. Chaque camion pouvait embarquer jusqu'à 8 armes: mitrailleuses, fusils anti-chars, boys, fusils Lee-Enfield, revolvers, grenades. Plus tard, après les premières victoires, certains reçurent des canons Breda italiens de 20 mm capturés. Mais en cet été 1940, tout restait expérimental. Les premiers essais eurent lieu au sud du Caire, dans les dunes et les plateaux de gravier. Les chauffeurs apprenaient à réduire la pression des pneus avant d'entrer dans une zone molle. Ils apprenaient à lire le terrain, la couleur du sable, la texture de la surface, la direction du vent dominant. Un camion mal conduit s'ensablait en quelques secondes. Un camion bien conduit glissait presque sans résistance. Les hommes furent sélectionnés avec soin. Australiens, Néo-Zélandais, Britanniques. Beaucoup venaient de régions rurales. Ils comprenaient la mécanique, ils savaient improviser. Ils supportaient la solitude. Chaque patrouille comptait 3 ou 4 hommes par véhicule. Un conducteur, un navigateur, un radio, un tireur. Ils s'entraînaient à démonter un carburateur les yeux fermés, à remplacer une courroie dans le vent chargée de sable, à changer un pneu sans perdre d'énergie inutilement. Car l'énergie dans le désert est une monnaie. La radio fut un autre défi. Les transmissions à longue distance nécessitaient une discipline stricte. Chaque nuit, les patrouilles devraient transmettre leur position et observations au Caire. Les antennes furent démontées à l'arrière, parfois repliables pour réduire la visibilité. Les essais révélèrent rapidement les limites. Les ressorts arrière pliaient sous le poids. On les renforça. Les filtres à air s'encrassaient. On improvisa des protections supplémentaires. Les supports d'armes vibraient, on ajouta des renforts. Chaque problème devenait une amélioration. Au quartier général, certains officiers restaient sceptiques. On parlait de camions de livraison armés. On doutait qu'ils puissent survivre plus d'une semaine derrière les lignes italiennes. Mais les hommes du groupe voyaient autre chose. Ils voyaient que les véhicules fonctionnaient, qu'ils ne surchauffaient pas excessivement, que la consommation restait stable, que la navigation au compas solaire était fiable. Peu à peu, une confiance pragmatique s'installa. Bagnold insistait sur une règle. La discipline mécanique prime sur l'audace. Chaque arrêt était contrôlé, chaque niveau vérifié, chaque boulon inspecté. Le désert pardonne rarement la négligence. Fin juillet, les premiers camions étaient présents pour une mission réelle. Pas une simple reconnaissance à courte distance, une opération profonde. Objectif, Mourzouk, capitale isolée du Fezzan, à plus de 1400 km du Caire par la route qu'ils s'apprêtaient à emprunter. La traversée ne serait pas seulement un test militaire, ce serait une démonstration. Si les camions atteignaient Mourzouk, attaquaient, puis revenaient, alors le désert cesserait d'être un vide stratégique, il deviendrait un espace britannique. Les Chevrolets attendèrent dans la lumière du matin, chargés jusqu'à la limite. Les jerrycans cliquetaient légèrement contre les supports métalliques. Les armes étaient les sanglés, les radios testés. Rien ne ressemblait à une unité d'élite. Juste des camions civils surchargés. Mais ils allaient bientôt disparaître dans la mer de sable. Le 27 décembre 1940, à l'aube, 26 véhicules quittèrent discrètement l'Égypte en direction du sud-ouest. 76 hommes. Aucun blindé, aucun soutien aérien permanent. Seulement des camions Chevrolet chargés au-delà du raisonnable, avançant vers un point que la plupart des officiers britanniques considéraient comme inaccessible. Objectif, Mourzouk, capitale du Fezzan italien. La distance par l'itinéraire qu'ils empruntaient dépassait 1400 km. Le major Pat Clayton commandait la colonne. L'ordre était simple, traverser la mer de sable, rejoindre un détachement de Français libres mené par le colonel Leclerc et le colonel Dornano, frapper la garnison italienne, détruire les installations aériennes, puis se replier avant que l'ennemi ne comprenne ce qui venait de se produire. Les premiers jours furent mécaniques. Les camions roulaient en formation lâche pour éviter les collisions dans les nuages de poussière. Les moteurs tournaient à régime modéré pour préserver le carburant. Les pressions de pneus étaient ajustées plusieurs fois par jour selon la texture du terrain. Sable fin. Dunes longues et ondulantes, plateaux de gravier, la chaleur, même en hiver, était écrasante.
La nuit, la température chutait brutalement. Les hommes dormaient sous les camions pour se protéger du vent. Les radios restaient silencieuses pendant la journée. Les transmissions étaient brèves, codées, envoyées uniquement après le coucher du soleil. Après plusieurs jours de progression, ils rejoignirent les Français libres. 10 hommes enlis à dos de chameaux apportant des informations locales et des réserves complémentaires de carburant obtenues par des réseaux tribaux dans les montagnes du Tibesti. L'alliance était pragmatique. Les Britanniques apportaient de mobilité et puissance de feu. Les Français apportaient des connaissances du terrain et relais logistiques. Le 11 janvier 1941, à l'aube, la colonne atteignit Mourzouk. La ville se réveillait lentement. Les Italiens ne s'attendaient pas à une attaque venant du sud. La mer de sable était censée les protéger. Un événement presque banal précipita l'action. Le camion de tête intercepta un facteur italien à bicyclette, se dirigeant vers le fort avec le courrier du matin. L'homme fut capturé sans résistance et contraint de guider les Britanniques vers l'entrée principale. Quand les sentinelles aperçurent Ovingtide 23 véhicules approcher à travers la poussière, il était trop tard. Les portes du fort se fermèrent dans la précipitation. Les camions s'arrêtèrent à distance. Les mitrailleuses furent mises en batterie. Un fusil anti-char Boys entra en action. Des mortiers de 2 pouces commencèrent à frapper les positions italiennes. Ce n'était pas une bataille prolongée. C'était un choc. Une section, sous le commandement du lieutenant Léonard Ballantine, se détacha vers l'aérodrome. 3 avions Caproni furent incendiés dans leur hangar. Les structures en toile brûlèrent rapidement sous les charges explosives. Clayton lui-même conduisit son camion vers une position de mitrailleuse italienne qui gênait la progression. Sous le feu, il accéléra et passa littéralement au-dessus du nid de mitrailleuses, neutralisant la position par l'écrasement et le tir rapproché. Le combat dura peu de temps, mais il fut violent. 2 hommes furent tués, le trooper Houston et le colonel Dornano. Le caporal Tony Brown fut blessé au pied par une balle, mais refusa d'abandonner sa mitrailleuse Lewis jusqu'à la fin de l'engagement. Il recevrait plus tard la Distinguished Conduct Medal. Puis, aussi vite qu'ils étaient arrivés, les camions se replièrent. Ils ne restèrent pas pour occuper la ville. Leur mission n'était pas territoriale. Elle était démonstrative. Ils avaient d'armée traversé l'impossible. Ils avaient frappé. Ils avaient là détruit des avions. Et ils repartaient. Le retour fut presque plus dangereux que l'attaque. Les véhicules étaient alourdis par les dégâts, certains pneus entamés par les éclats. Les hommes étaient fatigués. Le carburant devait être calculé avec une précision obsessionnelle. Chaque jerrycan vide était noté. Chaque mile parcouru était comparé aux estimations. Mais la colonne réussit. Lorsque les camions reparurent en Égypte, l'effet psychologique fut immédiat. Le désert n'était plus un mur, il était devenu une autoroute secrète. Cependant, le succès de Mourzouk ne signifiait pas que tout était acquis. 3 semaines plus tard, lors d'une autre patrouille près de Jialo, la réalité rattraperait brutalement le Long Range Desert Group. Les Italiens avaient appris. Et cette fois, ils attendaient. Le succès de Mourzouk donna au Long Range Desert Group une confiance nouvelle. Trop peut-être. En janvier 1941, la guerre en Afrique du Nord prenait une tournure imprévisible. Les Italiens, secoués par les offensives britanniques le long de la côte, commençaient à renforcer leurs unités sahariennes. Des compagnies auto-sahariennes, équipées de véhicules plus lourds et surtout de canons Breda de 20 mm, patrouillaient désormais plus loin dans l'intérieur. Le désert n'était plus totalement vide. Fin janvier, une patrouille menée par le major Pat Clayton progressait près de l'oasis de Jialo. L'objectif n'était pas un raid spectaculaire, il s'agissait de reconnaissance et de perturbations logistiques. Observer les mouvements, évaluer les pistes, tester la réaction italienne. Les camions avançaient en terrain ouvert sur une vaste plaine de gravier. Le relief était bas, presque uniforme. Un espace où la dissimulation était difficile. À l'aube, la colonne fut surprise. Des véhicules italiens apparurent à distance, surgissant d'un léger repli du terrain. Ils étaient mieux armés. Les canons de 20 mm ouvrirent le feu immédiatement. Les obus explosifs frappèrent les Chevrolets avec une violence brutale. Contrairement à Mourzouk, il ne s'agissait plus d'un ennemi pris au dépourvu. Les premiers impacts transpercèrent la carrosserie légère comme du papier. Un camion prit feu presque instantanément. Les mitrailleuses britanniques ripostèrent, mais la portée et la puissance des Breda donnaient l'avantage aux Italiens. Clayton tenta de manœuvrer pour sortir de l'axe de tir. Les Chevrolets accélérèrent, soulevant des gerbes de poussière.
Mais en terrain ouvert, il n'y avait presque aucun couvert. 4 camions furent détruits. Les hommes se dispersèrent, utilisant les rares ondulations du sol comme protection. Les tirs continuaient. Le sable explosait autour d'eux sous l'impact des obus. Clayton fut blessé. Malgré cela, il tenta de regrouper ses hommes. La situation devenait intenable. Les véhicules restants duraient se replier en abandonnant des camarades. Clayton fut capturé. L'embuscade de Giallo marqua un tournant psychologique. Le désert n'était plus un terrain totalement asymétrique. L'ennemi apprenait. Mais l'épisode le plus marquant ne fut pas la capture de Clayton. Ce fut la marche d'un homme. Le trooper Ronald Moore avait été blessé pendant l'engagement. Séparé de la colonne, avec des réserves d'eau limitées et presque aucune nourriture, il se retrouva seul dans le Sahara. La distance jusqu'aux lignes amies dépassait 200 miles. Il marcha. Le jour, la chaleur écrasait toute volonté. La nuit, le froid mordait. Moore rationna chaque gorgée d'eau avec une précision presque mathématique. Il évitait de marcher aux heures les plus chaudes, progressant surtout à l'aube et au crépuscule. Ses chaussures s'usèrent. Ses pieds saignèrent. Il continua. Il estimait sa direction en observant les étoiles, utilisant les mêmes principes que ceux enseignés par Bagnold. Il avançait sans carte détaillée, sans certitude d'être sur la bonne trajectoire. Après 10 jours, affaibli mais toujours en mouvement, il fut aperçu par une patrouille française libre. Il marchait encore. Moore reçut la Distinguished Conduct Medal. Son exploit devint légendaire dans l'unité. Mais au-delà du courage individuel, Giallo révéla quelque chose de plus important. Les Chevrolets pouvaient les pénétrer profondément. Mais ils n'étaient pas invulnérables. Le LRDG adapta immédiatement ses procédures. Les patrouilles évitèrent désormais les terrains trop ouverts lorsqu'un contact était possible. Les reconnaissances seraient hélas plus prudentes. La priorité serait donnée à l'information plutôt qu'au combat direct. La force du groupe ne résidait pas dans la confrontation frontale. Elle résidait dans la profondeur. Pendant que les opérations offensives continuaient sporadiquement, une nouvelle mission, plus discrète mais infiniment plus stratégique, commença à prendre forme. Sur la côte libyenne, une route traversait le théâtre d'ouest en est, la Via Balbia, artère logistique de l'axe. C'est par là que passèrent les convois, les blindés, le carburant. Si quelqu'un pouvait observer cette route en permanence, compter les véhicules, identifier les unités, alors l'état-major britannique pourrait enfin connaître la véritable force de l'ennemi. Ce serait plus précieux que la destruction d'un fort isolé. Ce serait une guerre invisible. Et les Chevrolets, silencieux et chargés d'hommes patients, allaient devenir les yeux du désert. À partir du début de 1941, le Long Range Desert Group entra dans une phase moins spectaculaire mais infiniment plus décisive. La mission reçut un nom simple, Road Watch. Objectif, surveiller en permanence la Via Balbia, la grande route côtière reliant Tripoli à Benghazi. C'était l'artère vitale de l'axe en Afrique du Nord. Chaque char, chaque camion-citerne, chaque pièce d'artillerie destinée aux forces de Rommel passait par cette bande d'asphalte étroite coincée entre la mer et le désert. Les Britanniques interceptèrent parfois des messages chiffrés grâce à Enigma. Mais ces données restaient les partielles, il fallait une confirmation visuelle, un comptage réel. C'est là que les Chevrolets devinrent des instruments stratégiques. Le système était d'une simplicité redoutable. 3 patrouilles tournaient en permanence, une en position d'observation, une en route pour relever la première, une troisième retournant à la base pour repos et maintenance. La rotation ne s'interrompait jamais. Les camions approchaient de la côte par le sud, traversant des dizaines de kilomètres de terrain rocailleux pour éviter toute détection. Puis ils s'enfouissaient dans des oueds asséchés ou derrière de faibles crêtes. À partir de là, 2 hommes seulement avançaient à pied, de nuit. Ils se placèrent parfois à moins de 30 mètres de la route. Pas 50, pas 100, 30. Ils creusaient des positions sommaires. Ils camouflaient leur matériel avec des filets et du sable. Ils restaient immobiles pendant des heures, parfois des journées entières. Le jour, ils observaient à la jumelle. La nuit, ils écoutaient. Les moteurs avaient des signatures distinctes. Les camions allemands Opel sonnaient indifféremment des camions italiens. Les chars Panzer produisaient un grondement identifiable. Les observateurs notaient tout, direction, type de véhicule, nombre estimé d'hommes, immatriculation visible, cadence des convois. Chaque détail était consigné. Certains hommes prenaient une décision audacieuse. Ils restaient volontairement non armés lors de l'observation avancée.
Si capturés sans armes, ils pourraient prétendre être des isolés, des mécaniciens perdus, des retardataires. Armés, ils seraient immédiatement exécutés comme espions. La tension était constante. À 30 mètres, on distingue les silhouettes. On entend les conversations lorsque les camions ralentissent. Une simple erreur de camouflage aurait été fatale. Chaque nuit, les patrouilles rejoignaient leurs Chevrolet dissimulés plus loin dans le désert. Les radios étaient enfin montées. Les transmissions commençaient. Les opérateurs envoyaient au Caire des rapports détaillés. Les analystes croisaient ces données avec les décryptages Enigma. Si un message allemand mentionnait l'arrivée de 50 chars et que le Road Watch en comptait 48, l'estimation devenait fiable. De mars à juillet 1942, la surveillance fut pratiquement continue pendant 5 mois. 24 heures sur 24. Pas un seul homme perdu. Pas un seul camion détruit pendant cette période. Les hommes vivaient dans une austérité totale. Rations strictement calculées. Eau rationnée. Interdiction de laisser la moindre trace visible depuis les airs. Les feux étaient bannis. Les repas froids devenaient la norme. Les Chevrolets restaient dissimulés derrière des reliefs discrets, parfois recouverts partiellement de filets et de poussière pour casser les formes géométriques. L'impact stratégique fut immense. Les rapports du LRDG permirent d'établir avec une précision inédite la capacité réelle de Rommel. Combien de chars opérationnels? Combien de convois logistiques? Quelle fréquence de renforts? Brigadier Francis de Guingamp, chef d'état-major de Montgomery, qualifiera plus tard ces renseignements de « contribution la plus précieuse du groupe à la campagne », car les batailles d'Afrique du Nord ne se jouaient pas uniquement au canon. Elles se jouaient sur la logistique. Rommel était redoutable en manœuvre, mais sans carburant, ses panzers devenaient des carcasses immobiles. Le Road Watch permettait de savoir quand frapper, quand attendre, quand exploiter une faiblesse. Et pendant que les observateurs britanniques comptaient les convois dans l'obscurité, une nouvelle unité entrait en scène. Elle était plus audacieuse, plus offensive. Le Special Air Service. Leur première grande opération en Afrique du Nord tournerait à la catastrophe. Et ce serait encore une fois les Chevrolets du Long Range Desert Group qui traverseraient le désert pour récupérer les survivants. Le rôle du LRDG allait évoluer. De simples yeux du désert, ils deviendraient aussi ces taxis armés. En novembre 1941, une nouvelle unité britannique tenta quelque chose d'audacieux. Elle s'appelait le Special Air Service. Son fondateur, David Stirling, croyait que de petites équipes parachutées derrière les lignes ennemies pouvaient frapper les aérodromes de l'Axe et détruire des dizaines d'appareils au sol. L'idée était brillante. L'exécution fut catastrophique. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1941, 54 hommes du SAS sautèrent dans une tempête au-dessus du désert libyen. Le vent dispersa les parachutistes sur des kilomètres. Certains tombèrent sur un terrain rocheux. D'autres furent immédiatement capturés. Le sable s'infiltra dans les armes. Les charges explosives furent perdues. 32 hommes furent tués ou capturés en quelques heures. Le désert, encore une fois, ne pardonnait pas l'improvisation. Ce qui sauva les survivants ne fut pas un avion. Ce ne fut pas une colonne blindée. Ce furent des camions Chevrolet. Le capitaine Jake Eason Smith, du Long Range Desert Group, reçut l'ordre de se rendre à un point de rendez-vous convenu à l'avance. Les coordonnées avaient été fixées avant le saut. Les chances de retrouver les survivants étaient faibles. Les Chevrolets partirent dans la nuit. Pas de phare. Navigation au compas solaire le jour, aux étoiles la nuit. Silence radio jusqu'au dernier moment. Pendant plusieurs jours, ils progressèrent à travers un désert balayé par le vent. Le sable recouvrait toute trace. Les parachutistes dispersés marchaient au hasard, certains blessés, d'autres épuisés. Puis, un à un, ils apparurent. 21 hommes furent récupérés. Les camions du LRDG les ramenèrent en Égypte. Sans eux, l'opération SAS aurait été un désastre définitif. La leçon fut immédiate. Si le Long Range Desert Group pouvait extraire des hommes du désert, il pouvait aussi les y déposer. À partir de ce moment, la coopération entre les deux unités devint stratégique. Le 8 décembre 1941, les Chevrolets transportèrent 2 équipes du SAS vers leurs objectifs. Pas de parachutage cette fois. Les camions roulèrent sur des centaines de kilomètres, pénétrant profondément en territoire contrôlé par l'Axe. Les SAS descendirent près de l'aérodrome de Tamet. Ils détruisirent 24 appareils au sol. Chaque homme revint.
Ce succès transforma la réputation du SAS, mais il renforça surtout celle du LRDG. Les patrouilles reçurent un surnom qui resta, le taxi du désert libyen. Les opérations suivantes se multiplièrent. Les Chevrolets transportaient des explosifs, des commandos, des mitrailleuses supplémentaires. Ils attendaient parfois à des points de rendez-vous pendant des nuits entières, moteurs coupés, prêts à repartir au moindre signal lumineux. La mobilité devenait une arme. Les camions n'étaient plus seulement des plateformes d'observation, ils devenaient des multiplicateurs de force. Un petit groupe de saboteurs pouvait frapper à 800 km de la ligne de front parce que les Chevrolets les y avaient reconduits. Mais cette évolution comportait un risque. Plus les missions devenaient offensives, plus les engagements directs se multipliaient. Le LRDG restait avant tout une unité de renseignement. Son efficacité provenait de la patience et de la profondeur, pas de l'assaut frontal. En 1942, alors que Rommel lançait ses offensives vers l'Égypte, les Chevrolets continuaient leur rotation sur la Via Balbia. Les rapports nocturnes permettaient d'estimer les réserves de carburant allemandes, le nombre de blindés opérationnels, la cadence des convois. Lorsque Montgomery prit le commandement de la 8e armée, il disposait d'une image plus claire que jamais de la logistique ennemie. Dans le désert, l'information valait plus qu'un canon. Mais l'année 1942 apporterait aussi l'une des opérations les plus ambitieuses du Long Range Desert Group, une mission de près de 1800 km, un raid massif, et une retraite qui coûterait cher. Les Chevrolets allaient s'amaler prouver, une fois encore d'aller, qu'ils pouvaient frapper profondément. Mais cette fois, le prix serait plus élevé. En septembre 1942, alors que la guerre en Afrique du Nord entrait dans une phase critique, le Long Range Desert Group lança l'une de ses opérations les plus ambitieuses, l'opération Caravane. L'objectif était l'aérodrome de Bars en Cyrénaïque, distance aller-retour, près de 1800 km. 47 hommes, répartis sur une colonne de Chevrolets et de quelques jeeps plus légères, quittèrent le Rock et l'étèrent leur base d'as avancées avec des charges explosives, des mitrailleuses de supplémentaires et des réserves de carburant calculées au litre près. Cette fois, la mission n'était pas la surveillance, c'était la destruction. Le trajet vers Bars fut long, méthodique, silencieux. Les camions progressaient de nuit et se dissimulaient le jour. La poussière était évitée autant que possible pour ne pas révéler la colonne à des reconnaissances aériennes. Les radios restaient muettes. À l'approche de l'objectif, les véhicules furent dispersés. Les hommes avancèrent à pied vers les installations italiennes. Le caporal Melvin Crowe, un fermier néo-zélandais devenu expert en explosifs improvisés, portait des bombes artisanales remplies de gelinite et équipées de minuteries rudimentaires. Les avions étaient alignés, ailes presque contre ailes. Crowe courait entre les appareils dans l'obscurité, plaçant les charges directement au-dessus des réservoirs de carburant. Il avait 13 bombes. Il en utilisa 11. 10 appareils furent détruits par son seul travail. Lorsque les explosions commencèrent, la confusion fut totale. Les incendies sacreux éclairèrent l'aérodrome comme en plein jour, et les mitrailleuses britanniques couvrirent à la retraite vers les camions. Les Chevrolets repartirent immédiatement vers le sud. L'attaque avait réussi, mais la retraite fut brutale. À l'aube, des forces italiennes interceptèrent la colonne. Les véhicules furent pris sous le feu de canons et de mitrailleuses lourdes. La surprise, cette fois, était du côté de l'axe. 10 Chevrolets et 4 Jeeps furent détruits ou abandonnés. La colonne se fragmenta. Certains groupes réussirent à s'échapper avec leurs véhicules restants. D'autres furent contraints de continuer à pied. La marche à travers le désert fut une épreuve. Les distances dépassaient parfois 150 km avant de rejoindre une zone sécurisée. Les hommes rationnaient l'eau à l'extrême. Les blessures ralentissaient la progression. Les cartes étaient approximatives. Le soleil ne pardonnait aucune erreur d'orientation. Plusieurs furent décapturés. D'autres parvinrent à rejoindre les lignes britanniques après des jours d'errance. L'opération Caravane démontra deux réalités. Le Long Range Desert Group pouvait frapper loin, très loin. Mais plus les raids devenaient spectaculaires, plus le risque augmentait. Après Caravane, le commandement britannique reconsidéra l'équilibre entre mission offensive et mission de renseignement. La valeur principale du LRDG restait son œil invisible sur les mouvements ennemis. Dans le même temps, un autre problème technique surgit.
L'état-major décida en 1941 de remplacer progressivement les Chevrolet par des Ford F-30, estimant que la transmission intégrale et le moteur V8 plus puissant offriraient un avantage. Sur le papier, cela semblait logique. Dans le désert, ce fut presque un désastre. Le moteur V8 consommait près du double, environ 6 miles par gallon. Pour une patrouille de 600 miles, les Ford nécessitaient 15 jerrycans supplémentaires là où les Chevrolet n'en demandaient que 6. Plus de poids signifiait plus d'ensablement. Les moteurs Ford, plus complexes, se révélèrent vulnérables à l'ingestion de sable. Les filtres s'encrassèrent rapidement. Les pannes se multipliaient. À la fin de 1941, pratiquement tous les moteurs Ford étaient usés prématurément. Le LRDG insista, ils avaient en des besoins des Chevrolet. En mars 1942, 200 camions Chevrolet 1533X2 furent mis spécialement commandés au Canada. Robustes, simples, économes. Ils serviront jusqu'à la fin de la campagne nord-africaine. Alors que la guerre se rapprochait de son point culminant à El Alamein, une autre mission de reconnaissance allait influencer directement l'une des manœuvres les plus importantes de Montgomery, un passage à travers les collines du sud tunisien. Un itinéraire que les cartes considéraient comme impraticable. Encore une fois, le désert allait offrir une voie là où la doctrine voyait un mur. La décision de remplacer les Chevrolet par des Ford F-30 fut prise loin du désert, dans des bureaux où les cartes étaient propres et les colonnes logistiques théoriques. Sur le papier, le Ford semblait supérieur. Moteur V8 plus puissant. Transmission intégrale. Silhouette plus militaire. Pour un officier n'ayant jamais traversé la mer de sable, le choix paraissait évident. Dans le désert, la réalité fut différente. Dès les premières patrouilles d'essai, les équipages remarquèrent la consommation excessive. Le Vekelo 8 avalait le carburant à un rythme presque double de celui du Chevrolet. Là où les camions de bagnole pouvaient parcourir 12 miles par gallon, le Ford tombait à environ 6. Cela changeait tout. Pour une mission de 600 miles, le Ford nécessitait environ 15 jerrycans supplémentaires. 15 bidons signifiait plus de poids. Plus de poids signifiait plus d'ensablement. Plus d'ensablement signifiait plus d'efforts, plus de chaleur moteur, plus de risques mécaniques. La transmission intégrale, censée être un avantage, ajoutait de la complexité. Les arbres supplémentaires, les différentiels, les joints, autant de pièces vulnérables au sable. Et le sable était omniprésent. Les filtres à air du Ford se colmataient rapidement. Les moteurs chauffaient, les segments s'usaient prématurément. Les mécaniciens du LRDG passaient des heures à démonter et nettoyer des composants qui, sur les Chevrolet, fonctionnaient avec une robustesse presque rustique. Au bout de quelques mois, le constat était brutal. Les moteurs Ford s'épuisaient à un rythme alarmant. Certains étaient inutilisables avant la fin de l'année 1941. Pour une unité dont la survie dépendait de l'autonomie et de la fiabilité, c'était inacceptable. Les officiers du LRDG firent pression. Les rapports techniques furent précis, argumentés, ils ne demandaient pas plus de puissance, ils demandaient moins de consommation. En mars 1942, 200 Chevrolet 1533X2 furent commandés spécialement au Canada pour le groupe. Retour à la simplicité. Pendant que cette bataille logistique se jouait en arrière-plan, une autre mission prenait forme en Tunisie. Début 1943, les forces de l'Axe tenaient encore la ligne Marette, une position fortifiée héritée des Français et renforcée par les Allemands. Attaquer frontalement aurait coûté cher, très cher. Mais au sud de la ligne s'étendaient les collines du Jebel Dahar. Les cartes suggéraient un terrain difficile, presque infranchissable pour des blindés. Le capitaine Nick Wilder reçut l'ordre d'explorer la zone. Les Chevrolet avancèrent prudemment à travers les plateaux rocheux et les vallées étroites. Les pistes étaient inexistantes. Parfois, il fallait descendre pour dégager des pierres à la main. Les compas solaires guidaient la progression. Les moteurs tournaient lentement pour éviter la surchauffe. Après plusieurs jours d'exploration, Wilder découvrit un passage praticable. Pas une route, pas une piste évidente, un corridor naturel. Les coordonnées furent transmises. Ce passage, qui deviendrait connu sous le nom de Wilder's Gap, permettait un mouvement de flanc inattendu autour de la ligne Marette. Lorsque Montgomery lança son offensive, la 2e division néo-zélandaise utilisa cet itinéraire pour contourner les positions allemandes. L'effet fut décisif.
Montgomery déclara plus tard que sans la reconnaissance du Long Range Desert Group, l'attaque aurait été un saut dans l'inconnu. Encore une fois, ce n'était pas un raid spectaculaire, c'était une information. Le LRDG n'était pas conçu pour conquérir des villes ni pour tenir des positions. Son rôle était différent, invisible, persistant. Leur devise résumait cette philosophie, non vicedart, sarmon, non par la force mais par l'habileté. Mais la guerre allait bientôt les emmener loin des dunes libyennes. En 1943, après la campagne d'Afrique du Nord, l'unité fut redéployée vers un théâtre plus complexe, les îles du Dodécanèse. Là-bas, le désert ne serait plus leur allié, et les pertes seraient les plus lourdes que pendant 3 années entières dans la mer de sable. Au début de 1943, la campagne d'Afrique du Nord touchait à sa conclusion. Les forces de l'Axe reculaient vers la Tunisie. Le désert, qui avait été le terrain d'opération du Long Range Desert Group pendant près de 3 ans, cessait progressivement d'être le centre du conflit. Mais avant de quitter définitivement ce théâtre, le LRDG joua encore un rôle décisif. Après la découverte de Wilder's Gap, les informations transmises par les patrouilles furent intégrées au plan opérationnel de la 8e armée. Les Chevrolets avaient confirmé qu'un passage existait au sud de la ligne Marette, là où les cartes suggéraient des obstacles insurmontables. Lorsque les blindés néo-zélandais commencèrent leur manœuvre de contournement, ils ne s'engageaient pas dans l'inconnu. Ils suivaient une piste reconnue, mesurée, validée. Les rapports du LRDG incluaient des détails précis: inclinaison, nature du sol, point de ravitaillement potentiel, zone propice à l'ensablement. Ce n'était pas seulement une indication géographique, c'était une analyse technique. Montgomery comprenait l'importance de cette information. Il savait que dans le désert, l'erreur logistique coûte plus cher qu'une erreur tactique. La percée autour de Marette contribua à désorganiser les forces germano-italiennes. Ce ne fut pas l'unique facteur de victoire, mais il supprima une part d'incertitude. Le LRDG avait rempli sa mission principale, éclairer l'invisible. Pourtant, au moment même où la guerre en Afrique du Nord s'achevait, l'unité reçut un nouvel ordre. Elle serait redéployée vers un théâtre radicalement différent, les îles du Dodécanèse en mer Égée. Ce transfert représentait un changement brutal. Le désert offrait l'espace, la profondeur, la possibilité de manœuvre. Les îles, elles, étaient confinées, montagneuses, exposées aux attaques aériennes constantes. Il n'y avait pas de mer de sable pour dissimuler les Chevrolets. En septembre 1943, après la capitulation italienne, les Alliés tentèrent de s'emparer des îles stratégiques avant que les Allemands ne les sécurisent. Le LRDG fut déployé sur Léros et d'autres positions avancées. Là, leur mobilité devint inutile. Les camions ne pouvaient pas exploiter leur autonomie sur quelques kilomètres de terrain accidenté. Les positions étaient fixes. L'aviation allemande dominait le ciel. À Léros, 49 hommes du LRDG furent submergés par des bombardements de Stuka suivis d'assauts allemands. 5 furent tués, 37 capturés. En quelques jours, les pertes dépassèrent celles accumulées pendant des années dans le désert. Le contraste était brutal. Dans la mer de sable, le groupe choisissait ses engagements. Il se déplaçait librement. Il frappait puis disparaissait. Dans les îles, il subissait. La perte la plus lourde fut celle du lieutenant-colonel Jake Eason-Smith, l'homme qui avait récupéré les survivants du SAS, l'officier que l'on considérait comme l'un des meilleurs du groupe. Il fut tué par un tireur allemand. Il avait 34 ans. L'unité fut progressivement reconstituée. Les survivants furent redéployés en Italie, puis dans les Balkans, en Yougoslavie, en Albanie, en Grèce, où le LRDG reprit partiellement son rôle de reconnaissance et de liaison avec les partisans. Mais rien ne ressemblait à la mer de sable. Le désert avait été leur élément naturel. Là-bas, la simplicité mécanique, la discipline et l'autonomie étaient des avantages décisifs. Dans les montagnes et les îles, la guerre était différente. Pourtant, malgré ces pertes et ces mutations, l'héritage stratégique du LRDG était déjà établi. Leur travail sur la Via Balbia avait permis d'estimer précisément les capacités blindées de Rommel. Leur découverte de Wilder's Gap avait facilité une manœuvre décisive. Leur coopération avec le SAS avait transformé les raids aériens improvisés en opérations planifiées. Et tout cela avait commencé avec des camions civils. 2 roues motrices, 85 chevaux, aucune armure. Mais l'histoire n'était pas encore terminée.
Il restait une dernière traversée. Non pas du désert, mais du temps. Un camion survivrait, et il raconterait en silence ce que des cartes et des rapports ne peuvent entièrement capturer. Lorsque le Long Range Desert Group quitta définitivement l'Afrique du Nord, il n'était plus l'unité expérimentale née dans un dépôt poussiéreux d'Alexandrie. Il était devenu une formation aguerrie, marquée par l'expérience, par les succès discrets et par des pertes que le désert lui-même n'avait jamais infligées. Après le désastre du Dodécanèse, les survivants furent réorganisés. L'unité ne fut pas dissoute, elle fut adaptée. En Italie puis dans les Balkans, le LRDG reprit des missions de reconnaissance, de liaison et de soutien aux partisans locaux. Les Chevrolets, là où le terrain le permettait encore, furent employés pour des déplacements rapides sur de longues distances, mais l'environnement n'était plus le même. Les routes étroites, les villages, les embuscades en montagne remplaçaient les horizons infinis de la mer de sable. Le désert offrait la liberté de manœuvre. L'Europe offrait l'enfermement. Pourtant, les principes restaient identiques: mobilité, autonomie, précision de l'information. Les équipes du LRDG servirent désormais d'intermédiaires entre commandements alliés et groupes de résistance. Ils transportaient des radios, des armes, parfois des officiers de liaison. Ils cartographiaient des zones reculées. Ils repéraient des itinéraires pour des forces plus importantes. Mais la guerre en Europe était saturée. L'aviation dominait le ciel. Les lignes de front étaient plus denses. L'espace pour disparaître se réduisait. Plusieurs opérations en Grèce et en Yougoslavie furent marquées par des engagements directs avec des unités allemandes bien équipées. Les hommes du LRDG, formés pour la profondeur et la patience, durent s'adapter à une guerre plus conventionnelle. Malgré cela, leur réputation les précédait. Les commandants alliés savaient qu'ils pouvaient confier au LRDG des missions que d'autres unités auraient jugées trop risquées, des reconnaissances à longue distance, des pénétrations en terrain isolé, des liaisons avec des forces irrégulières. Mais le coût humain s'était accumulé. Jake Eason Smith était tombé. D'autres officiers expérimentés avaient disparu. Des hommes capturés dans le Dodécanèse passèrent le reste de la guerre en captivité. En août 1945, après la capitulation allemande et la fin des opérations en Méditerranée, le Long Range Desert Group fut officiellement dissous. 350 hommes environ avaient servi dans ses rangs pendant la guerre. Un nombre infime comparé aux divisions blindées ou aux armées massées en Europe. Et pourtant, leur influence stratégique avait dépassé leur taille. Rommel lui-même reconnaîtrait que le Long Range Desert Group avait causé plus de dommages que toute autre unité britannique de taille équivalente. Non pas par des batailles massives, par l'érosion constante, par l'information, par la mobilité. Il restait cependant un témoin matériel de cette histoire. Un seul camion d'origine survivrait, le numéro 8 de la patrouille W, baptisé Waher par le trooper Clark Wetford en référence à un lieu maori. Ce camion, abandonné dans le désert libyen à la fin de la campagne, fut retrouvé en 1983 par le général David Lloyd Owen, dernier commandant du LRDG en temps de guerre. Il gisait encore dans le sable. La peinture écaillée, le sable accumulé dans le compartiment moteur, les supports d'armes encore visibles. 40 ans plus tard, il semblait simplement attendre que quelqu'un revienne. Aujourd'hui, il repose à l'Imperial War Museum de Londres. Pas restauré à l'excès, pas poli comme une relique héroïque, conservé presque tel qu'il fut trouvé, un camion civil, 2 roues motrices, une mécanique simple et une histoire qui dépasse largement son apparence. Mais pour comprendre pleinement ce que représentait ce véhicule, il faut revenir au point de départ, à Alexandrie, juin 1940. Un homme qui presse le flanc d'un pneu avec son pouce, juin 1940. Dépôt, automobile d'Alexandrie. Un officier britannique de 43 ans marche entre des camions civils alignés sous la chaleur. Il appuie son pouce contre le flanc d'un pneu. Il vérifie un niveau d'huile. Il observe la garde au sol. Rien dans la scène n'évoque une révolution militaire. Personne autour de lui n'imagine que ces véhicules vont parcourir des milliers de kilomètres derrière les lignes ennemies, qu'ils vont détruire des dizaines d'avions au sol, qu'ils vont compter les blindés de Rommel nuit après nuit, qu'ils vont permettre au SAS de renaître après une catastrophe, qu'ils vont tracer un passage à travers des collines que les cartes déclarent impraticables. Ils ne sont pas blindés.
Ils n'ont pas de transmission intégrale. Ils roulent à peine à 50 km à l'heure. Ils naviguent avec un compas solaire fait d'un disque gradué et d'une aiguille projetant une ombre. Ils récupèrent d'elle l'eau de radiateur avec un tuyau et un bidon. Ils avancent sur des pneus dégonflés pour flotter sur le sable. Ils ne disposent ni de radar, ni de vision nocturne, ni d'appui aérien constant. Et pourtant, ils fonctionnent. Ils fonctionnent dans les dunes de la Grande Mer de Sable. Ils fonctionnent sur les plateaux du Fezzan. Ils fonctionnent à 30 mètres de la Via Balbia. Ils fonctionnent à Mourzouk, à Bars, à Wilder's Gap. Ils fonctionnent parce qu'ils sont adaptés. Bagnold avait compris quelque chose que beaucoup d'états-majors ignorent encore. Dans un environnement extrême, la sophistication excessive devient une faiblesse. Chaque pièce supplémentaire est une pièce qui peut casser. Chaque cheval vapeur supplémentaire consomme 1 litre de carburant qui ne sera pas remplacé. Dans le désert, la logistique est la loi. Le Long Range Desert Group n'a jamais été une unité massive. Environ 350 hommes au total pendant toute la guerre. Pas de division blindée. Pas d'artillerie lourde. Mais ils ont opéré là où personne d'autre ne pouvait. Ils ont observé quand d'autres attaquaient. Ils ont guidé quand d'autres avançaient à l'aveugle. Ils ont transporté quand d'autres sautèrent du ciel. Leur devise « Non vicet arte » n'était pas un slogan. C'était une méthode. Lorsque Rommel analysait les difficultés logistiques de l'axe, il savait que quelque part dans le désert, des hommes observaient, comptaient les camions, estimaient les réserves de carburant, identifiaient les unités. Les frappes aériennes britanniques ciblaient souvent des convois dont l'existence avait d'abord été signalée par ces patrouilles invisibles. Rommel reconnut plus tard que le Long Range Desert Group avait causé plus de dommages que toute autre unité britannique de taille équivalente. Ce n'était pas une exagération. Ce n'était pas une bataille spectaculaire. C'était l'accumulation. L'accumulation de renseignements. L'accumulation d'usure. L'accumulation de pression invisible sur une armée déjà étirée. En août 1945, l'unité fut dissoute. Pas par échec, par fin de mission. Le désert ne serait plus le théâtre principal. La guerre moderne allait devenir plus mécanisée, plus lourde, plus technologique, mais le principe demeura, choisir l'outil adapté au terrain. Privilégier l'autonomie sur l'apparence, comprendre l'environnement avant de le combattre. Au musée impérial de la guerre à Londres, le Chevrolet numéro 8 repose aujourd'hui presque tel qu'il fut retrouvé. Le sable s'accroche encore au recoin du châssis. La peinture s'écaille. Les supports d'armes témoignent d'un passé discret. Il n'impressionne pas. Il ne ressemble pas à une arme décisive de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, sans lui et sans des dizaines d'autres identiques, certaines décisions stratégiques auraient été prises dans l'incertitude. Certaines manœuvres auraient échoué. Certains raids n'auraient jamais eu lieu. Tout a commencé avec un officier qui connaissait le désert, avec des pneus dégonflés, avec un moteur simple de 85 chevaux, avec un camion conçu pour livrer des marchandises. Ce n'était pas la puissance brute qui a ouvert la mer de sable, c'était la compréhension. Et c'est ainsi que 6 hommes dans un camion rudimentaire purent frapper derrière Rommel et disparaître avant que le désert ne referme sa porte.